En marge de ses livres, Annette Viévorka a publié des dizaines de textes, des articles dans la presse, des contributions à des revues, des préfaces ou des postfaces d'ouvrages. Le livre qui paraît chez Albin Michel ces jours-ci, Itinérance, en sélectionne une partie, près de 50 articles, écrits sur plus de 40 ans, et qui constitue un recueil d'une grande richesse, une introduction idéale à l'œuvre de l'historienne, dont les recherches en France sont centrales pour rendre compte notamment de l'histoire de la mémoire de la Shoah, champ disciplinaire qui a émergé peu à peu, dans lequel on perçoit bien à la lecture du livre le rôle de pionnier joué par Annette Viévorka. Alors, Itinérance est structurée en 9 parties qui sont autant de lieux qui tracent un parcours de recherche. Il y a des villes, New York, Varsovie, Nuremberg et Jérusalem, Drancy et Auschwitz. Il y a des noms de rues, rue Geoffroy-Lanier, l'adresse du Centre de documentation juive contemporaine, le 60 rue des Francs-Bourgeois, l'adresse des Archives nationales. Et chacune de ces 9 parties sont précédées d'une introduction où l'historienne parle à la première personne et fait le récit de son travail. La recherche est une aventure biographique et subjective, et Itinérance est en ce sens aussi un livre qui se place à côté d'autres livres d'Annette Viévorka. Je pense à son livre d'entretien, L'heure d'exactitude, mais aussi à Tombeau, autobiographie de ma famille. Une œuvre intellectuelle est à la fois un itinéraire de travail rigoureux, objectif et désintéressé, qui augmente le savoir, et une aventure intime, une sorte d'épopée personnelle. Bonjour Annette Viévorka. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors je vais poser des questions spécifiques dans un livre qui est très riche, sur lequel chaque chapitre en fait pourrait faire l'objet d'un entretien. Donc on va essayer de traverser des dimensions de ce livre. Mais avant toute chose, peut-être que vous pouvez nous raconter comment vous l'avez conçu cet ensemble, ce recueil. Parce que c'est une sélection, c'est pas l'ensemble de vos textes. Vous avez voulu tracer, comme vous le dites, un itinéraire, rendre compte d'un parcours. Oui. D'abord, c'est une proposition d'éditeur, d'éditrice d'Hélène Monsacré qui voulait vraiment publier mes articles. Et j'avais moyennement envie parce que, d'abord, je suis quelqu'un de très désordonné, donc retrouver mes articles, ça me semblait être une tâche à la limite du surmontable. Vous n'avez pas fait la bibliographie de ces Non, de pas ces du articles, tout, pas du tout. Et en plus, je me disais, à quoi bon faire un recueil d'articles comme font beaucoup d'historiens. Et puis l'idée, c'est très curieux, l'idée m'est venue en Israël. J'avais mon portable et pour que ça ne me coûte pas trop cher en Internet, j'ouvrais et je fermais mon itinérance activée. Et c'est là que le mot d'itinérance m'est venu, et c'est le mot d'itinérance qui a finalement induit la construction de ce livre, l'idée du livre, l'idée par lieu, et une façon de casser la chronologie. Et de façon très curieuse, j'ai écrit ces introductions qui sont assez importantes, qui font beaucoup de pages, qui font à peu près 1/5 du livre. Je les ai écrites dans une sorte de jubilation, très facilement. La recherche, c'est aussi une aventure collective. C'est un livre d'hommage, il me semble. C'est un livre qui rend compte de dettes. C'est des histoires de filiation. Il me semble qu'il y a vraiment par-delà cette question des lieux et de cet itinéraire géographique dans un espace où l'histoire doit être, à partir duquel l'histoire doit être racontée. Il y a aussi une galerie de portraits. Oui, l'histoire, c'est cumulatif. On arrive après d'autres. Et parmi le choix que j'ai fait, c'était tous mes textes de portraits ou d'hommages. Pierre Vinal-Naquet et Annie Kriegel, Raoul Hilberg, Léon Poliakov, Saul Friedlander. Je voudrais que vous reveniez sur une chose, parce que vous dites on écrit après d'autres. On écrit après d'autres. Saul Friedlander n'aurait pas pu écrire son grand œuvre après la destruction des Juifs de Raoul Hilberg. Il faut qu'il y ait ce travail cumulatif d'engendrement des problématiques qui fait qu'on se pose d'autres questions, on avance, etc. Mais il y a aussi l'idée qu'on travaille avec des autres. Moi, je suis frappé aussi que certaines figures dont je parle, parlons de Niborski par exemple, c'est des gens, c'est pas que vous venez après lui, là en l'occurrence, c'est que vous êtes avec lui, vous êtes avec d'autres. Annie Kriegel, les gens dans les revues que vous rencontrez, que vous croisez. Donc il y a cette idée de cette tension entre la solitude du travail intellectuel, mais aussi le fait que le travail intellectuel, c'est un espace de dialogue, de rencontre, de confrontation, d'amitié, et on travaille dans un collectif. Absolument, absolument. Et
ce qui m'a fait plaisir quand j'ai revisité mes textes, c'est de faire revenir les souvenirs des gens avec qui j'ai travaillé. Et il y a quelque chose qui m'a semblé très paradoxal. En corrigeant les épreuves, j'en ai pris conscience. C'est que très souvent je dis « ce fut joyeux ». Or, je ne travaille pas sur des sujets particulièrement olé olé. Mais c'est pas parce que le sujet lui-même n'est pas joyeux que le travail n'a pas été joyeux. J'ai donné 2 exemples. Quand j'ai terminé 1945, la découverte, j'ai décidé de faire un voyage sur les traces de Meyer Levin et d'Eric Schwab. Et je l'ai fait avec... Alors je rappelle, Eric Schwab, grand journaliste, photographe, pardon, ouais. témoin de la libération des camps à partir de fin 45, disons, et Meyer Levin, écrivain, journaliste et aussi cinéaste, parce qu'il a fait des films comme Les Illégaux, où il prend en charge tout un récit du point de vue des Juifs de ce premier moment après la Shoah. Pardon. Voilà, donc je suis parti avec quelqu'un que j'avais présidé le jury de thèse, Régine Schaltenhaufen, parce qu'il est bilingue pour l'allemand, et avec une de mes amies, Alice Tajman. Et on a loué une voiture. Régis a conduit 180 km/h, parce qu'il n'y a pas de limite. Et toute ça a été notre petite épopée. On est descendu au même hôtel qu'Adolf Hitler, qui avait signé le livre d'or Adolf Hitler, écrivain, en 24. Et tout ce voyage, où on a traversé une partie de l'ex-Allemagne de l'Est, visité Buchenwald, il y a eu des moments d'énorme gravité, notamment sur le camp de Buchenwald, notamment sur les fondations, parce qu'elles n'existent plus, de la maison où Léon Blum et Georges Mandel avaient été incarcérés. C'était joyeux. Et j'ai des souvenirs joyeux. Et l'autre, c'est les souvenirs de la mission Matteoli, où pourtant ça a été à la fois une très lourde responsabilité de faire ce travail, mais où il y a eu plein d'épisodes très, très joyeux. Et joyeux parce qu'on est effectivement plusieurs, et parce que la recherche elle-même, c'est une passion. Je ne parle pas effectivement de l'écriture qui est là et en général solitaire. En quoi, effectivement, vous en France, mais évidemment avec d'autres dans d'autres pays du monde, en particulier en Israël et aux États-Unis et dans d'autres pays européens, vous avez joué un rôle de pionnier. Enfin, je veux dire, le moment pionnier pour toute une génération, c'est fin des années 70, début des années 80. Pourquoi ça émerge à ce moment-là? Comment ça émerge? Et comment votre travail s'inscrit dans cette collectivité de chercheurs à travers le monde qui s'intéressent à cette question? Alors, mon premier travail sur ces questions, c'est le travail que j'ai fait avec Yitzhak Niborski sur le livre du souvenir. Ça s'est passé de la façon suivante. Je vais à New York, été 80, pour apprendre du yiddish à un stage organisé par le IVO, l'Institut historique... c'est le 100e anniversaire cette année. Donc c'est le 100e anniversaire, et auquel j'ai consacré mon premier article, 1980, dans la revue Trace. Et donc pour apprendre, et c'est organisé par l'Université Columbia et le IVO. Et je farfouille dans l'idée de faire la biographie de mon grand-père, ce qui était mon idée d'alors. Et là, je découvre les livres du souvenir. Faut rappeler, le livre du souvenir de la ville natale de mon grand-père, Gérard Douf. Il faut rappeler ce que c'est que le livre du souvenir. Beaucoup le savent maintenant, mais peut-être que certains ne le savent pas. Alors, les livres du souvenir, c'était des livres écrits par les originaires d'une bourgade ou d'une ville, que ce soit Odvodsk ou Varsovie, après la destruction. Donc, généralement, les originaires étaient organisés dans des Landsmannschaften, dans des associations de pays du même village. Et ils décident après la guerre de faire un livre qui raconte la vie juive, le génocide et après. Et il y en a à l'époque peut-être 400. Donc, c'est des livres très composites, avec c'est des livres composites, des milliers d'auteurs, avec parfois des historiens quasi professionnels, mais tout le monde a le droit de tenir la plume.
Et celui de Gérard Douve, la ville natale de mon grand-père paternel, est particulièrement intéressant parce que c'est une ville qui a été construite autour d'une fabrique et des machines de Philippe de Girard, qu'il avait vendu au tsar Alexandre Ier. Et c'est vraiment une ville autour de la fabrique. Et le fait que cette ville s'appelle ville de Philippe de Girard, ville de Girard, Gérard Douve, c'était assez émouvant pour moi. Et quand je rentre, je me dis, mais personne ne connaît, à l'époque, personne ne connaissait ces livres. Et je propose donc à Yitzhak Liborski, qui est un des plus grands savants en culture yiddish et culture hébraïque d'ailleurs, hein, les deux, qu'on fasse ce livre ensemble et qu'on le fasse dans cette collection archive, ce que nous faisons. Et ça a été très difficile à faire, très difficile. Pourquoi ? 1980, le livre est paru, je crois, en 83. Qu'est-ce qu'il y a sur la mémoire collective ? Il y a le livre de Maurice Alvax, les cadres sociaux de la mémoire. Et il y a un article, une interview, un dialogue entre J.B. Pontalis et Pierre Nora, qui est paru dans la Nouvelle Revue de Psychanalyse. Autrement dit, pratiquement rien. Mais c'est un champ qui commence à émerger et Pierre Nora est en train de travailler sur les lieux de mémoire qui vont paraître, je crois, en 84, les premiers tomes. Donc c'est un champ. Et qui commence à apparaître. Et notre intérêt, il est quand même dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on a attrapé un air du temps avant les autres. Parce que, au même moment, exactement au même moment, sans qu'on le sache, deux Américains, Jonathan Boyarin et Kugelmaz, dont j'ai oublié le prénom, sont en train de faire le même travail que nous. Une anthologie, la nôtre étant plus sophistiquée que la leur, parce que la collection archive impliquait qu'on fasse des textes qui problématisaient chacun des documents qu'on produisait. Donc c'est à la fois le début et le fait qu'on est pionnier. Alors, ça va probablement avec le mot pionnier, mais en même temps, peut-être pas, parce qu'il y a quelque chose qui, moi, m'a frappé dans le livre. À plusieurs moments, on se rend compte d'une sorte de petite inquiétude chez vous liée à la manière avec laquelle l'histoire de la Shoah, l'histoire de la mémoire de la Shoah, les chercheurs qui se sont impliqués dans ce travail en fait, il faut rappeler que c'est dès 44-45 qu'on recueille des archives, qu'on fait des témoignages et qu'il y a des tentatives de faire les histoires. Enfin, il faut quand même le rappeler qu'en Pologne, en 45, il y a des instituts qui sont créés, des instituts faits par des survivants. Bon, donc, mais vous rappelez plusieurs fois que c'est fait souvent en dehors de l'université. Or, vous êtes professeur dans le secondaire à ce moment-là. Il y a quelque chose comme une sorte de sentiment d'être à l'écart d'un monde institutionnel de recherche et qu'on est quand même solitaire, un petit peu à la marge, avec des problèmes d'ailleurs de reconnaissance liés par ceux qui sont les grands mandarins des universités, directeurs de revues, et qu'on avance comme ça un peu difficilement. Donc c'est vraiment un sentiment qu'on sent chez vous à de nombreuses reprises, cette position dans le champ, on pourrait dire, de recherche. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à écrire mes livres, j'étais prof de lycée. J'ai fait moitié de ma vie professionnelle comme prof et l'autre moitié au CNRS. Donc j'ai une charge de cours assez importante. J'ai en plus des enfants. Donc je ne vais pas courir les séminaires, j'ai pas le temps. Mais j'ai cette passion. Et quelque chose que je ne comprends pas, mais peut-être qu'il n'y a rien à comprendre, c'est quelle est la force qui m'a fait continuer, malgré les obstacles, malgré l'absence de reconnaissance, malgré des choses dont je ne parlerai pas, mais
les collègues bien installés qui tirent à vue pour vous empêcher d'exister. Donc, ça a été pas si facile que ça. Et dans ce pays, parce que c'est pas pareil qu'aux États-Unis, dans ce pays, il y a des itinéraires d'historiens patentés qui sont bien balisés. Et quand vous êtes un peu à côté, vous n'entrez pas dans le cadre. Et j'ai fini par rentrer dans le cadre après avoir soutenu ma thèse et quand je suis rentré au CNRS. Mais je pense aussi, c'est très paradoxal, que c'est quand on est un tout petit peu dans une marge, un petit peu, hein, je vais me faire de moi une marginale, j'étais fonctionnaire, je gagnais ma vie, mais c'est quand on est un peu décalé qu'on est moins formaté et peut-être qu'on arrive à faire des choses plus originales que quand on a ce parcours type qui est on rentre à Normal Sup, on passe la Greg, on fait la thèse, on devient maître de conf. Donc quand on a un autre parcours, on a aussi d'abord une autre expérience de la vie et il suffit de lire nos grands aînés, alors là, plus aînés encore que les autres, hein, je pense à Pirenne, je pense à Marc Bloch, pour voir comment c'est l'expérience de la vie qui nourrit aussi le métier d'historien. Non, mais aujourd'hui, quand je disais marginal, je le disais dans un sens assez précis, qui n'était pas celui du clochard qui fait l'amateur les choses. C'est pas du tout ça. C'est au sens où aujourd'hui des chercheurs dans les Holocaust Studies, pour prendre le terme américain, effectivement sont sur des parcours où dès l'université, tout est engagé. Mais qu'on pense à Poliakov, qu'on pense au créateur du centre au créateur au pluriel du centre du commerce juif, qu'on pense aux premiers chercheurs en Pologne que j'évoquais tout à l'heure, qu'on pense, mais même à Friedlander dans une certaine mesure. Les premiers historiens sont pris dans une nécessité, dans une très différente, et où on voit bien que c'est presque une sorte de sacerdoce intime, de se lancer à l'écart dans cette marge-là, loin des lieux constitués du savoir. C'est ça qui me frappe très, très fortement. Alors, pour Poliakov, j'utilise le terme d'intellectuel précaire. Absolument. Et Joseph Billig, qui a fait une œuvre considérable, ces 3 tomes sur le commissariat général aux questions juives, les 2 premiers livres sur l'univers concentrationnaire, et encore beaucoup d'autres choses. Il était aux franges de la misère. Donc, et le Mémorial de la Shoah aujourd'hui, qui est une institution très à l'aise, qui rayonne, où il y a beaucoup d'employés de toutes sortes. À l'époque, il vivait dans une très grande misère. Et moi, je me rappelle Madame Alperine schnorrer, mendigoter les livres aux éditeurs. Donc voilà, je le raconte. Mais en même temps, il y avait quelque chose de chaleureux, de sympathique dans cette période. Voilà. Donc c'est ça que je voulais aussi rappeler. Et que c'est eux qui ont constitué ces archives, c'est eux qui ont été les gardiens de la mémoire et on devrait se les rappeler très souvent. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait carrière, on gagne très bien sa vie et la période est tout à fait différente. Alors, vous vous interrogez sur quelle force il faut pour, dans ces conditions-là, ne pas perdre courage et conserver son énergie et son désir. Alors évidemment, probablement que la force, elle tient au rapport d'implication du chercheur dans une histoire où il faut bien voir qu'il s'agit d'historiens juifs qui prennent comme objet d'étude un événement dans lequel ils ont été, sinon eux, engloutis partiellement, leur famille a été engloutie. Il y a une phrase à un moment donné de vous que j'ai notée, où vous dites « Le souci de l'histoire familiale, tel que n'importe quelle
sujet, on pourrait se la faire, s'est fondu dans celui de l'histoire de tous. Et j'évoquais dans ma petite introduction cette tension entre une épopée intime, presque spirituelle, existentielle, propre, familiale, biographique, qu'on pense à la première personne. Et puis, il y a un objet de savoir à constituer, où il s'agit d'être rigoureux, désintéressé, objectif. Donc là, il y a une tension très, très particulière. Je pense, moi, ça me frappe chez les premiers pionniers historiens de la Shoah, jusqu'à un livre comme celui-là, la manière avec laquelle c'est des gens qui aussi écrivent très vite leurs souvenirs. Saul Friedlander écrit Quand vient le souvenir, il a pas 50 ans et avant même qu'il rentre dans son livre. Et c'est des gens qui aussi engagent des textes et parfois des livres très auto-réflexifs là-dessus. Et je rappelle d'ailleurs que Friedlander, à un moment donné, c'était un problème pour lui parce que des historiens allemands lui reprochaient son implication dans toute cette histoire, comme s'il deviendrait un mauvais historien parce qu'il était juif et que ses parents étaient morts à Auschwitz, enfin, étaient morts en déportation. D'ailleurs, il a très bien répondu aux historiens allemands qui avaient été tous plus ou moins dans cette génération, qui avaient tous été plus ou moins nazis, qu'ils devraient faire mieux de se regarder eux-mêmes. Alors, moi, je voudrais que vous vous rendiez compte de ça. Cette intrication du subjectif et de l'impersonnel de l'objet historique, on pourrait dire. Comment on organise tout ça en soi, hein. Il me semble que c'est vraiment spécifique à l'historiographie de la Shoah que de trouver des chercheurs qui sont pris dans cette tension. Vous en parlez, vous avez écrit un livre qui s'appelle Tombeau, qui est vraiment là-dessus. Et ce livre, pour moi, vraiment raconte notamment ça, hein, cette tension entre le plus intime et le public et la publicisation d'un savoir qui concerne tout le monde. Le plus intime, en vérité, on ne le connaît pas. C'est-à-dire que l'histoire, c'est aussi une quête de ce plus intime. C'est ce sentiment, c'est un sentiment que j'ai eu enfant, comme beaucoup, hein, et qui ne m'a jamais quitté, qui est de ne pas comprendre, d'être devant des choses que je ne comprenais pas. Et je pense que le moteur, c'est le désir de comprendre. En tout cas, c'est ce que dit Poliakov, c'est ce que je dirais moi, et de comprendre, y compris il y a deux façons de comprendre l'intime. Il y a le travail sur soi-même, par exemple, par la psychanalyse, mais il y a aussi le travail sur ce qui vous a fait ce que vous êtes, la société, c'est, disons, l'histoire, que ce soit la grande ou que ce soit l'histoire de votre famille. Donc je pense qu'il y a deux entrées. Et moi, j'ai plutôt choisi quand même l'entrée sociologique plus que l'entrée intime. Et je me suis rendu compte, vous évoquiez la possibilité de faire des mémoires, je me suis rendu compte que j'aurais beaucoup de mal à faire ces mémoires, parce que je ne suis pas sûr d'avoir la langue pour ça. Si vous prenez quelqu'un comme Jean-Claude Grimbert, c'est quasiment le contraire. C'est-à-dire qu'il rentre dans cette histoire par l'intime. Mais son histoire est un peu différente de la mienne. Je pense que l'histoire de ceux qui ont vécu pendant la Shoah n'est pas exactement la même que l'histoire de ceux qui sont venus après, dans son ombre portée, et qui se trouvent devant l'énigme de ce qui s'est passé avant qu'ils naissent. Alors, intime au sens d'une implication comme... Qu'est-ce que c'est un historien juif qui travaille sur ces questions ? À un moment donné, je pense à ça, parce que quand vous évoquez le livre que vous faites sur Maurice Thorez, vous dites « Je ne voulais pas me montrer que comme une historienne juive qui s'intéresse à la Shoah ». Il y avait ce souci-là. Donc, à un moment donné, vous avez bien conscience que, j'appelais intime, mais je pourrais dire familial, personnel, enfin, voilà. Comment ça s'organise en vous ? Et notamment, je pense aussi à un moment donné dans lequel vous dites que vous faites partie de cette génération de ceux pour qui il y a eu un mouvement de teshuva, vous employez le mot, de retour à un judaïsme laïque, de redécouverte de sa judéité. Je voudrais que vous me parliez de ça, mais en tant que ça a un lien avec le travail intellectuel et avec la recherche. Ça crée une tension. C'est-à-dire que, objectivement, par le travail,
vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le récit historique. Je vais donner un exemple qui n'est pas dans ce livre, mais qui est le travail que j'avais fait juste avant, qui est l'affiche rouge. Vous regardez l'affiche rouge et vous voyez que le cœur de l'affiche est l'antisémitisme. Vous voyez que un quart des fusillés du Mont Valérien sont des juifs, fusillés comme otages ou comme résistants. Et vous voyez qu'on va parler des étrangers dans la résistance. Et là, vous vous demandez, qu'est-ce qui se passe? Si c'est moi qui suis juive, qui dit ça? Puis à un moment donné, vous dites, mais c'est la réalité. Mais comme vous le rappelez, objectif. que les pavillons à Auschwitz sont des pavillons nationaux, qu'il n'y a pas de pavillon juif. Voilà, c'est objectif. Donc la crainte que vous avez, c'est que ce soit perçu comme une œuvre de propagande juive. Même chose, vous regardez le procès Slansky, vous voyez qu'il y en a 11 sur 14 qui étaient juifs et qu'ils ont été accusés de sionistes et il y a une invention langagière. Donc vous avez peur que ce que vous percevez et dont vous avez la certitude que ce sont des faits que vous pouvez établir, que vous pouvez prouver, que ce n'est pas une opinion, eh bien, il y a cette tension. Et parfois, je me suis demandé si on n'allait pas me rabattre uniquement sur cette identité juive que je ne cache pas. Et c'est peut-être aussi pour ça que, enfin bon, le communisme m'a toujours intéressé. Hein. Moi, j'ai passé 2 années en Chine, à construire le socialisme en Chine, donc c'est pas un sujet qui m'est extérieur. Mais dans la biographie du couple Thorez, il y avait aussi cette idée que je montrais que mon métier c'était de faire de l'histoire et que je devais faire un autre sujet que Auschwitz. Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté. Et cette difficulté, elle vient aussi de ce qu'on aimerait que les non-juifs se saisissent davantage de ces questions-là, ce que certains font. Vous avez employé l'expression « ombre portée de la Shoah » et c'est vrai que la deuxième partie du XXe siècle est une période qui vit dans cette ombre portée-là, évidemment en Europe plus que nulle part ailleurs, et qui fait que le travail intellectuel des chercheurs, historiens de la mémoire, se trouve aussi coordonné à des questionnements politiques concrets et institutionnels. Et vous avez travaillé, vous aussi, dans ce champ-là. Hein. Je pense, vous avez évoqué la mission Matteoli, le travail au sein des archives. On sent qu'il s'agit aussi de contribuer à l'élaboration de la manière avec laquelle certaines injustices causées pendant la Shoah et qui n'ont pas été résolues doivent l'être. Comment? Alors là, c'est une autre question, une autre tension. Comment on organise la tension entre la recherche, le travail et l'implication, on pourrait dire, politique que vous avez. Vous avez été. En fait, j'avais pas pris la mesure de votre engagement permanent dans ces questions institutionnelles, la place des archives. Enfin, ça a été. Les champs de débat sont aussi des champs de bataille politique. Ça, absolument. Des champs de combat. Alors, la mission Matteoli, moi, j'ai eu un regret que j'exprime. Rappelons, la mission sur la spoliation. L'étude sur la spoliation des biens des Juifs de France. J'ai eu un regret. C'est qu'on ne distingue pas entre les décisions politiques et le travail des historiens. Ce qui a fait le succès de cette mission, c'est le travail des historiens, de tous les historiens. Je pense notamment au travail d'Antoine Pro sur l'arianisation, qui est un travail magnifique. Donc ce sont des historiens. On a fait le job, on a fait le travail, c'est-à-dire qu'on a retrouvé les circuits, on a essayé de regarder les circuits de restitution, on a essayé de quantifier la spoliation qu'on appelait résiduelle, c'est-à-dire ce qui n'avait pas été rendu. Après, il a fallu prendre des décisions. Or, ces décisions, elles sont politiques. Et c'est pas parce qu'on est un bon historien que l'on doit assumer une décision qui est celle du politique. Et la mission, elle a été mélangée, c'est-à-dire qu'il y avait des historiens, mais il y avait aussi il y avait le représentant du consistoire qui était Jean Kahn à l'époque, qui avait été le représentant. Enfin, il y avait
et les décisions politiques, un historien n'a pas vocation à donner, à dire voilà, il faut faire une fondation, il faut faire ceci ou il faut faire cela. Il peut étudier et après, c'est aux politiques de prendre ses responsabilités. Donc il y a un problème avec ce genre de mission. Maintenant, pour ce qui concerne les archives, on est tous avec des entités multiples. Moi, je suis un prof, fonctionnaire, prof de la République, et attaché à la démocratie, attaché à la liberté. Donc la question des archives, elle est au cœur de notre travail d'historien, et elle est au cœur de la démocratie. Dans les pays où il n'y a pas accès aux archives, où il n'y a pas possibilité de construire un récit historique, ces pays sont généralement des dictatures ou des totalitarismes. Donc le combat pour les archives, qui a été en prolongement en fait de la mission de Matteoli. Sous la mission Matteoli, elle a créé ce que j'appelle un moment archive. C'est-à-dire que brusquement, on s'est rendu compte que les archives pouvaient aussi avoir un rôle social, qu'elles étaient importantes, qu'elles servaient. Et c'est grâce à ce moment archive que l'association que les archivistes ont demandé de présider, une cité pour les archives, a gagné la construction du bâtiment de Perfit. Pas tout seul, hein, il y a une conjoncture économique, il y avait une directrice des archives qui venait d'être nommée, Martine de Boisdef, qui était formidable, très dynamique, très attachée au service public. Voilà, donc il y a eu une conjecture qui était propice. Une conjoncture et une conjecture propice. Mais se battre pour les archives, c'est ma façon de me battre pour la démocratie. J'ai tiré de mon aventure maoïste chinoise de 68 le dégoût des réunions et le fait que je ne m'engagerai plus pour des causes globales, générales. Mais ça ne veut pas dire ne pas s'engager, et s'engager notamment pour des causes qui ont pour moi une signification. Non, mais je suis content que vous parliez des archives comme vous le faites. Les archives sont un des personnages de ce livre. Hein. Il y a des Absolument. lieux d'archives. Vous parlez de votre amour pour les archives, mais il y a beaucoup d'articles sur des espaces consacrés aux archives, ne serait-ce que par le YIVO, qui est le YIVO, le Centre de documentation juive. Et puis on voit comment effectivement il y avait là encore des pionniers, des gens. On avait le sentiment, des aventuriers des archives, on pourrait dire, des gens qui allaient récupérer les passés, enfin que c'était un endroit presque de grande solitude pour les protéger, à un endroit qu'il fallait effectivement protéger, mais alors là, pour le coup, institutionnellement c'est ce qui s'est fait dans le ghetto de Vilno, avec des gens comme Sousquier-Vert, avec la brigade de papier, et bien évidemment Ringelblum. Moi, si je devais faire mon panthéon, je mettrais deux historiens, qui sont Marc Bloch et Ringelblum, et ce sont deux historiens qui font un travail d'historien critique, mais ce sont aussi deux historiens engagés. Absolument. Je pense que tout le monde aura compris qu'on peut rentrer dans votre livre par 1000 portes et qu'il faut que c'est un livre qu'il est intéressant de lire. Moi, je l'ai lu en lisant les introductions, et en lisant des articles ici et là. Les thèmes sont multiples. Je voudrais peut-être conclure cet entretien par une question qui revient sur cette question de l'histoire de la mémoire de la Shoah. Où on en est aujourd'hui? On vit dans une période où le sentiment qui domine, c'est que on a peut-être été... Le XXe siècle a été une époque dominée par la mémoire de la Shoah. On était vraiment dans un monde post-Shoah, l'Europe était... Et le monde intellectuel était pris là-dedans. Et aujourd'hui, dans l'âpreté du combat idéologique qui évidemment existait et que les gens qui observent ça ont pu s'en rendre compte depuis des années, mais après le 7 octobre, ça s'est vu notamment au sein des Compus, une sorte
et du monde intellectuel, une sorte de concurrence entre une mémoire post-Shoah, qui a été la grande affaire de la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe, et la mémoire post-coloniale. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui a été d'ailleurs un grand thème, la concurrence des mémoires, est en train de revenir et qu'on basculerait d'une époque post-Shoah à une autre, et que finalement, je me souviens même, c'est une expression qui vient sous votre plume en faisant référence au livre de Régine Roblin qui s'appelait La mémoire saturée, où il y a eu ce grand moment de saturation de mémoire de la Shoah. Est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes les contemporains, et on s'en rend compte dans le moment historique que nous vivons, d'un basculement dans cette mémoire post-Shoah? Comment vous le formuleriez, ça? Je pense qu'effectivement, on a un basculement, que le décolonial est l'idéologie maintenant principale. Donc, tout ce qui a été fait que, ce qui n'était pas le cas au début des années 80, que l'inscription dans l'histoire, elle est faite, dans la mémoire aussi. Mais dans la mémoire active, ça passe effectivement au second plan. Et vous évoquez le 7 octobre, bien sûr. Et c'est quand même très intéressant, la façon dont, brusquement, on a fait d'Israël un pays colonial. C'est quelque chose qui est revenu constamment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qui se passe en Europe. 2005, ça a été l'acmé des commémorations, magnifique. Et en 2005, on pensait que la mémoire d'Auschwitz contribuait à la construction de l'Europe, une espèce de mémoire négative. Mais tous les Juifs d'Europe ont été assassinés à Auschwitz. Donc ça pouvait être aussi un lieu de mémoire européen. Et la personnalité de Simone Veil, première présidente du premier Parlement européen élu au suffrage universel, faisait un peu ce double symbole, quoi. Aujourd'hui, les commémorations du 80e anniversaire, elles se font sans les libérateurs soviétiques qui prétendent poursuivre leur lutte contre le nazisme, contre l'Ukraine, en envahissant l'Ukraine. Les pays qui rêvaient de rentrer dans l'Europe, je pense à la Hongrie, les PECO, aujourd'hui font la fine bouche par rapport à l'Europe. Donc on est dans une période de très grande incertitude qui a probablement été ouverte par les tours jumelles, par le 11 septembre 2001, et ça rend très difficile de penser les choses. Alors à moins de faire des grands discours sur l'homme, l'humain, la déshumanisation, les valeurs, qui sont des discours qui sont très peu performatifs, on ne se demande quel message politique il peut y avoir en ce 80e anniversaire, alors que ça va mal partout. Et surtout, on est dans une très très grande période d'incertitude. Nul ne sait comment va se terminer provisoirement, parce que je crois que personne ne peut penser que la question palestinienne va s'évaporer, mais on n'en sait rien, et on ne sait pas non plus qu'est-ce qui va se passer pour les Juifs dans le monde. Merci beaucoup Annette Vievorka. Donc je rappelle c'est moi qui remercie. La publication de ce livre chez Albin Michel, Itinérance, ce recueil d'articles qui vient de paraître. Merci beaucoup. Annette. Merci.